puis du coup, Stéphane a tout réglé, donc Merci, au top. super, ça va. Mais sinon, tu sors de soirée J'aimerais tellement. Mais non, c'est Paco. Je sais pas ce qu'il a, ça fait 3 mois qu'il pleure toutes les nuits, il se réveille au moins une fois, on a tout tenté, je sais pas, un coup c'est la tétine, un coup c'est la gastro. Mais t'as essayé de le laisser pleurer un peu? Mais oui, on a tout tenté, maintenant c'est nous qui pleurons. Purée, il est déjà 20h. J'ai oublié l'émission, salut. Bonsoir à tous et à toutes, on vous espère nombreux derrière la caméra. Bienvenue à l'émission numéro 4, Parents imparfaits. Ce soir, on va parler de sommeil, le sacro-saint sommeil, celui auquel on dit souvent adieu, au revoir, à bientôt, j'espère, lorsqu'on a des enfants. Et on va du coup essayer de décrypter, mieux connaître les cycles de sommeil, mieux connaître les mécanismes et les bonnes pratiques pour favoriser le sommeil de nos enfants et du coup retrouver un sommeil serein pour nous, parents. Pour nous accompagner ce soir, je vous présente Ève Quenaudon et Céline Lagneau. Céline Lagneau, vous êtes je prends mes fiches, je vais faire une bêtise. Vous êtes pédiatre et neuropédiatre à la clinique Aradoc et au centre Héroritz, spécialiste du trouble du sommeil. Pour préparer l'émission, je vous ai demandé de préparer une petite anecdote en lien avec le sommeil. Et je crois que vous avez quelque chose à nous raconter autour de cigales. Voilà, alors moi quand j'étais enfant et que je dormais chez ma grand-mère provençale, elle avait une grosse lampe dans ma chambre avec sur le pied des énormes cigales qui étaient comme sculptées par-dessus le pied de la lampe et du coup elle me laissait toujours la porte un petit peu ouverte pour que j'ai la lumière du couloir et ça éclairait ces cigales qui partaient avec une grosse ombre derrière. Effrayant. Et effrayant et ça m'empêchait de m'endormir et personne ne comprenait pourquoi et moi j'osais pas en parler. Donc faites attention à l'environnement et aux objets de déco qui peuvent être impressionnants pour des enfants petits et on n'y pense pas forcément. Donc premier conseil, attention à l'environnement dans lequel on fait dormir nos enfants. Pour nous accompagner, donc du coup ce soir je vous ai déjà présenté Ève Quenaudon, vous êtes infirmière puéricultrice à l'hôpital et consultante en parentalité à l'hôpital de Bayonne. Vous êtes membre du réseau parentalité créative et je crois que vous avez vous aussi une anecdote qui va sans doute nous déculpabiliser, nous tous parents confrontés aux difficultés de sommeil de nos enfants. Je vous en prie. Bah oui, moi donc j'ai deux petites filles de 6 ans et 3 ans et ma fille de 3 ans en fait elle a toujours bien dormi et à l'âge de 2 ans elle a commencé à se réveiller la nuit et ça a duré 6 mois où elle se réveillait 2 à 3 fois la nuit où il se passait rien, elle perdait la tétine, elle se rendormait sauf que moi derrière je me rendormais pas aussi facilement et du coup j'étais voilà, ça a été dur. Mais c'est fini. Mais c'est fini, ça y est, elle redort, elle refait ses nuits, elle retrouve... Enfin voilà, on a essayé de trouver des solutions ensemble où je lui ai mis une lumière à côté pour qu'elle puisse allumer sa lumière et retrouver sa tétine toute seule. Bon, voilà. Se rassurer, etc. Voilà, donc, double message, un message d'espoir d'une part, à un moment donné, la galère se termine, et un message aussi de déculpabilisation, ça arrive à tous, même quand on est infirmière, puéricultrice et consultante en parentalité. Exactement. Donc, soufflez les filles et les garçons, c'est normal, on est en tant que parents, à un moment donné, on va être confronté, ou on a été, ou on est en plein dedans, confronté aux problèmes de sommeil de nos enfants. Alors, maintenant qu'on a dit qu'on était tous dans la même galère, reste à savoir, reste à comprendre en fait ce qui se passe dans la tête de nos enfants, dans la tête des petits, des plus grands. Et pour ça, Céline, vous allez nous expliquer un petit peu les différents cycles de sommeil, en commençant par celui de l'adulte. Alors voilà, pour ceux qui ne savent pas, l'hormone du sommeil, c'est la mélatonine. Elle est synthétisée à la base du cerveau le soir et normalement toute la nuit jusqu'au matin et ensuite ça s'éteint dans la journée. Cette hormone, en fait, le cerveau ne sait pas la synthétiser de façon prolongée dès la naissance, donc c'est un phénomène en fait qui s'apprend, même si on n'en a pas l'impression. Donc chez l'adulte, nous, on dort par cycle de 90 minutes. On a différentes phases de sommeil lent, profond, paradoxal, où on rêve. Et puis entre deux cycles de sommeil, il y a une toute petite phase qui dure 5 à 10 secondes, qu'on appelle un micro-réveil, parce qu'en fait, quand on a commencé à enregistrer dans les années 50, avec les premiers électroencéphalogrammes, le sommeil de l'adulte sain, on s'est rendu compte que pendant cette phase-là, il y avait une phase qui ressemblait à s'y méprendre à l'éveil, yeux ouverts, parce que le rythme cérébral n'est pas le même, yeux ouverts et yeux fermés. Et donc, quand on posait la question aux gens le lendemain matin, ils disaient que non, ils ne s'étaient pas réveillés. Donc, cette phase, on l'a appelée micro-réveil parce que ça ressemble au réveil, mais en fait, on ne s'en rend pas compte. C'est très court chez l'adulte, 5-10 secondes comme je l'ai dit. Donc, évidemment, on y prête peu attention, même quand on dort avec un conjoint. Et finalement, tout ça, ça va se mettre en place à peu près sur les 3-4 premières années de l'enfant. Donc,
les choses sont très différentes chez le petit. Et alors justement, comment ça se passe chez les tout petits? Parce que c'est à ce moment-là où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet être bizarre qui fait des siestes au moment où on ne l'attend pas, qui dort le jour et compagnie? Exactement, ça ne ressemble pas du tout à l'adulte encore. Alors chez le nouveau-né, c'est très particulier parce que c'est la seule période de la vie où on s'endort en sommeil agité. C'est-à-dire qu'il y a 2 phases de sommeil agité et sommeil calme. Et en fait, à tout âge de la vie, il faut se calmer pour s'endormir. Le nouveau-né, lui, s'endort en sommeil agité, c'est-à-dire s'endort potentiellement en gigotant, en geignant, en pleurant. Et donc, cette phase sur des cycles qui sont beaucoup plus courts, chez le nouveau-né, 45 minutes, peut durer entre 5 et 20 minutes. D'agitation. D'agitation. Et donc, quand on a son nouveau-né dans les bras, qu'il a bien mangé, qu'on l'a changé, qu'il a fait son rot, qu'il est propre, qu'il n'a pas trop chaud et qu'on continue à l'avoir dans les bras et qu'il hurle, souvent on a peut-être une grand-mère qui dit « couche-le, je vois qu'il est fatigué ». Et en fait, elle a raison, la grand-mère, souvent. Et donc en fait, on couche le bébé et à ce moment-là, on lui permet de passer en sommeil calme et effectivement, en quelques minutes, on n'a plus de pleurs et on va avoir cette phase de sommeil calme, mais qui est quand même courte parce que si on a 20 minutes de sommeil agité sur 45 minutes, on n'enchaîne pas tout de suite les cycles de sommeil en fait. Du coup, il vaut mieux tenter de le poser pour qu'il puisse s'endormir plutôt que de le garder dans les bras, essayer de le consoler et tenter quelque chose. Si on a tout fait, le rot, le change, pas de fièvre, bien manger, on le couche et ça devrait aider à s'endormir. Combien de temps dure cette phase avec l'apparition du sommeil agité? Nouveau-né, normalement, c'est jusqu'à 28 jours. Après, ce n'est pas forcément complètement pareil chez tous les bébés, comme c'est dans le genre humain. Donc, ça, c'est jusqu'à 6 semaines, quoi, on va dire, de vie. Ok. Et alors, comment ça se passe après? Alors, après, il y a une phase un peu de transition jusqu'à l'âge où ils tiennent le jeûne la nuit. C'est-à-dire que les bébés, au départ, ne peuvent pas faire de réserve dans le foie qui, nous permettent de tenir le jeûne et de ne pas manger globalement pendant 12 heures, on va dire, entre le dîner et le petit déjeuner. On aimerait tellement 12 heures. On aimerait, mais ça ne marche pas encore comme ça chez le petit bébé. Et donc, cette phase de transition, c'est un peu difficile pour les cycles de sommeil de se mettre bien en place parce que c'est toujours entrecoupé par le moment où j'ai faim et ça me réveille. Mais quand on tient le jeûne, alors évidemment là encore c'est variable, mais on va dire entre 4 et 5, 6 mois. Là, on a des cycles de sommeil qui se mettent en place et qui sont un petit peu plus matures, mais pas encore évidemment ceux de l'adulte, où on dort plutôt par cycle de 60 minutes. Et là où c'est très très important, c'est qu'on a ces phases de micro-réveil entre 2 cycles, vous vous souvenez, dont j'avais parlé chez l'adulte, qui duraient que 5 à 10 secondes, et chez le nourrisson, ça dure 5 à 10 minutes. C'est donc excessivement long, pendant lesquels on peut avoir la même symptomatologie que chez l'adulte, c'est-à-dire yeux ouverts, gémir, plus souvent crier à cet âge-là, voire quand on a déjà l'âge, être assis dans le lit. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement trompeur, parce qu'on a un bébé qui fait ses nuits, on le dit, on l'annonce, on est content, évidemment, c'est quand même super, il ne boit plus la nuit, il n'a plus besoin de manger, il n'a plus faim, il enchaîne. Et là, tout d'un coup, on a un hurlement à n'importe quelle heure de la nuit. Donc, bien sûr, on y va. On trouve dans le lit à barreaux notre bébé, les yeux ouverts, en train de pleurer, assis dans le lit. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend, bien sûr, pour le rassurer. C'est clair. Et là, le risque, c'est de basculer dans la veille vraiment et de prendre pour 60 minutes de pleurs avant que le prochain cycle de mélatonine ne revienne. Vécu. Oui. Donc, en fait, c'est un petit peu le rationnel physiologique du « il faut laisser pleurer » de nos grands-mères et arrière-grand-mères. Et ça fait des millénaires que les femmes plus vieilles savent que les bébés pleurent dans leur sommeil. Donc, il y avait effectivement, on a eu la question, laisser pleurer un bébé. Donc, il y a oui, mais, si j'ai bien suivi notre préparation d'émission. Oui, on laisse pleurer, mais combien de temps? Alors, plus on est proche de l'âge de 6 mois, plus on a des risques que ces micro-réveils durent 10 minutes. Alors, entendez-moi bien, il ne va pas y avoir 10 minutes de pleurs toutes les 60 minutes. Il y a beaucoup de micro-réveils où ils ont juste les yeux ouverts et où ils sont tranquilles dans leur lit. Mais du coup, nous, on n'est pas au courant puisqu'on est endormis. Et eux aussi. Je rappelle que ça fait partie du sommeil et qu'ils ne s'en rendent pas plus compte que l'adulte sain, en fait. Donc, et puis, quand on s'approche de 2 ans, 2 ans et demi, évidemment, ça diminue à quelques minutes
avant de passer à quelques secondes autour de 3-4 ans. Et c'est quand même... Pardon Céline. Non, C'est quand même très allez-y. dur de résister. Voilà, on a, puis, physiquement, même en tant que maman, on a des suées oui. quand il pleure. Le moindre geste, on a les yeux qui s'ouvrent comme ça en plein milieu de la nuit. Là, 5 à 10 minutes, rester dans son lit. C'est hyper long. C'est hyper long et il faut de l'aide. Moi, je l'ai expérimenté également quand j'ai été maman pour la première fois. Et il a fallu que mon mari me dise, écoute, maintenant tu vas faire ce que tu dis à tes patientes en consultation. Et c'est là où vraiment c'est très difficile et on se rend compte de la torture que c'est. Et il dit, tu vas rester auprès de moi et on va voir ce qui se passe. Et moi, évidemment, je dis, ouais, mais non, mais tu le connais pas. Et puis moi, je sais, c'est moi qui l'allaite, donc c'est moi qui m'en occupe la nuit, je le connais. Et il m'a dit, écoute, on essaye, on risque rien, parce que sinon, on en prend pour 1 heure. Donc, je suis restée dans ma chambre comme ça, comme une misérable, avec mon chronomètre. Et au bout de 8 minutes, ça a été magique, ça a été on-off comme un interrupteur. Ça s'est arrêté d'un coup et il était donc repassé en sommeil lent. Et là, en fait, on commence à y croire. Donc, il faut de l'aide. Et pour les parents seuls qui nous regardent, à ce moment-là, déclenchez un chrono. Il est 2h03. Vous vous dites, avant 2h13 du matin, je n'y vais pas. Faites autre chose, regardez vos mails, allez sur Instagram, jouez à Candy Crush, je m'en fiche. Mettez des boules caisses. Ou mettez des boules caisses si effectivement le bruit est très angoissant. Mais faites ça parce qu'il y a très peu de risques. Je reviendrai sur éventuellement les risques après pour les gens que ça inquiète. Il y a très peu de risques et ça peut rapporter tellement gros parce que c'est comme ça que le cerveau apprend à faire de la mélatonine. Si on interrompt, ça risque effectivement d'être plus long d'apprendre à bien dormir. Ok. Voilà. Du coup, ces micro-sommeils, on n'a pas vraiment prise sur leur arrivée. C'est micro-réveil. C'est micro-réveil, micro-sommeil, oui, ça c'est le lapsus. C'est Donc, le lapsus mon qui va micro-sommeil, bien. On n'a pas trop prise dessus. Les micro-réveils non plus. Non. En revanche, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir prise pour favoriser le bon sommeil de nos enfants. Et c'est Ève, vous allez nous en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants à bien dormir, à bien s'endormir et à bien dormir? Alors tout d'abord, je voudrais dire que les enfants, ils sont tous différents. Donc je pense que les parents, ils savent que les enfants sont tous différents, mais il y a quand même des choses qui sont vraiment qui sont totalement indépendantes de la volonté des parents, où en fait, il y a des choses qui dépendent de la génétique de l'enfant. Donc il y a des petits dormeurs et des gros dormeurs, ça c'est dans leur patrimoine génétique, comme il y a des hauts réactifs et faibles réactifs. Donc ça c'est comment l'enfant va réagir face à un stimuli. Quand il dort, hein, vous voulez dire. Oui, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va être très sensible à Voilà, un bruit? exactement. Donc il y a des petits bruits qui vont réveiller les hauts réactifs et puis on pourra faire des aspirateurs à côté d'un faible réactif, ça va pas du tout le réveiller. Donc déjà, voilà, si forcément le parent il est tombé sur un enfant qui est petit dormeur et haut réactif, avec donc les phases de sommeil qui sont très courtes quand ils sont bébés, ben, effectivement le bébé il risque de se réveiller. Donc voilà, ça c'est pas dépendant du parent. Et après, du coup, effectivement, il y a quand même des choses qui favorisent l'endormissement et qui favorisent le sommeil. Donc là, j'aime bien parler du trio gagnant. Donc il y a la fameuse mélatonine dont on parlait tout à l'heure, où en fait ce pic de mélatonine va commencer à être produite plus vers 21h pour les petits-enfants. Mélatonine, hormone du sommeil. Du sommeil, tout à fait. Et donc ça qui va aider l'enfant à vraiment tomber dans son sommeil profond, tout ça. Ensuite, du coup, il y a aussi le cortisol qui est l'hormone du stress qui, elle, va diminuer justement au moment de l'endormissement. Donc c'est là où c'est important de ne pas menacer son enfant, de ne pas être, d'être impatient. Et du coup, d'où l'importance d'avoir tous ces rituels d'endormissement parce que du coup, ça sécurise l'enfant, ça le rassure, le cerveau du coup peut anticiper ce qui va se passer. Ah oui, alors moi je sais que c'est on mange, après on se brosse les dents, après on se met en pyjama, après on ferme les volets, après on lit l'histoire, enfin voilà. Et donc dès qu'il se passe quelque chose d'imprévu, ben, hop, ça risque de faire augmenter le cortisol. Fabriquer du cortisol et donc stresser l'enfant. Et il faut savoir que la fabrication du cortisol empêche la fabrication de la mélatonine. Donc là, c'est vraiment double peine en fait. Ok. Donc
donc, sauf que le problème, c'est que à ce moment où le parent devrait être le plus patient de la journée et le plus disponible, c'est clairement pas le bon timing entre l'enfant et le parent, puisque le parent rentre de sa journée de travail, qu'il a dû essayer de rentrer dans un timing très très petit, le bain, à manger, lire l'histoire, éventuellement jouer un peu avec son enfant, écouter son enfant. Et profiter, au milieu de tout ça, essayer de profiter. Voilà, donc éventuellement prenez une grande inspiration, isolez-vous dans une chambre éventuellement si vous avez besoin, en vous disant bon là c'est le temps de l'endormissement. Et donc dans le trio gagnant, il y a aussi cette notion de température du corps qui diminue lors de l'endormissement. Donc, tous les jeux de chahut à exciter l'enfant et donc faire monter la température du corps, ça ne va pas l'aider non plus à s'endormir. Pareil pour les recommandations sur la température de la chambre qui est plutôt à 19 degrés et de ne pas mettre l'enfant en mode esquimau inuit là, ou de le couvrir plus parce que ça non plus, ça ne va pas l'aider. Voilà. En résumé, le trio. Le trio gagnant. Prendre le temps aussi pour soi de se dire que on va aller dans la phase d'endormissement avec notre enfant. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas censé dépasser plus de 15 minutes. Et après, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour favoriser la mélatonine. C'est plutôt être baisser la lumière. Baisser l'intensité de la lumière et plutôt dans des lumières chaudes, jaunes, oranges, tout ça, plutôt que froides, blanches et bleues. Pour le cortisol, du coup, plutôt être dans des moments câlins, des moments détente, plutôt que des moments hyper stressants, voire passer le relais, sinon on n'est pas dans cette possibilité. Et puis après, la température du corps, pas mettre un pyjama hyper chaud si c'est l'été, la température de la chambre, l'aérer aussi, ça c'est important, voilà. Et alors, il y a quelque chose qui fait augmenter mon taux de cortisol à moi souvent, ce sont les rituels à rallonge. Et d'ailleurs, il ne fait pas augmenter que mon taux de cortisol, il fait aussi augmenter le taux de cortisol de Camélia qui nous a envoyé une question un peu en amont de l'émission, qui nous dit « Notre enfant de 5 ans nous accapare systématiquement au moment du couchage. Il veut qu'on reste avec lui jusqu'à l'endormissement qui peut prendre parfois plus d'1 heure. Le résultat, nous n'avons plus de soirée pour nous. Comment faire pour l'aider à s'endormir tout seul ?» Voilà, ces rituels qui s'allongent, arrivé à un certain âge, évidemment, ou l'âge de la négociation, comment on fait pour gérer ça ? Eh bien, on négocie, parce que effectivement, comme le rituel, il est censé durer à peu près 15 minutes, s'il faut qu'il y ait un changement de rituel avec l'enfant, parce que l'enfant, il grandit, le sommeil, c'est quand même quelque chose de très évolutif de 0 jusqu'à pas d'âge. Donc, s'il veut rajouter quelque chose, parce qu'au début, c'est nous qui proposons nos rituels, après, si lui veut rajouter des choses, c'est possible, mais donc il y a peut-être des choses à enlever pour pas que ça soit donc quelque chose à rallonge. Et pour répondre à Camélia, c'est ça. Le but, c'est quand même de discuter avec son enfant. C'est vrai que les parents, des fois, ils ne pensent pas forcément à discuter avec son enfant. À 5 ans, on peut discuter avec son enfant de qu'est-ce qu'il a besoin. Il se relève pour aller boire. On va peut-être lui mettre une bouteille d'eau, lui proposer une bouteille d'eau et de le faire choisir peut-être une petite gourde ensemble, pour que lui aussi, il s'en saisisse et de le mettre sur la table, la table de chevet. Avoir de possibilité d'avoir une petite lumière allumée pour se sécuriser. Et de discuter avec lui de quoi il a besoin, si c'est un plus de câlin, si là il a un moment, parce que des fois les enfants ils aiment bien aussi dire ce qui a été compliqué pour eux dans la journée, donc avoir un moment vraiment privilégié avec son parent, des fois c'est là où ils nous sortent des choses juste au moment de s'endormir, donc voir avec son enfant quand il est en capacité de s'exprimer ce qui l'aiderait à pouvoir s'endormir, à se sentir en sécurité et arriver à lâcher prise au final. Et en théorie, vous disiez quand on a préparé l'émission, une phase d'endormissement, c'est 30 minutes. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait pas des rituels trop à rallonge, pour pas qu'on loupe le train de sommeil et qu'on respecte 15 minutes, peut-être qu'on se fixe comme objectif. Alors, on n'y arrivera pas du
du premier coup peut-être. Mm. D'ailleurs, ça c'est important, je crois, d'en parler. Oui, tout à fait. En fait, des fois, quand on met quelque chose en place, il faut savoir que le cerveau, pour qu'il commence à l'intégrer, il a besoin que ce soit répété au moins minimum 4 fois, voire même plus. Donc, si vous mettez quelque chose en place, par exemple sur une nuit ou deux, et que ça prend pas, vous avez l'impression que ça ne marche pas, et que vous essayez autre chose, mais l'enfant, en fait, il n'a pas le temps. Enfin, le cerveau de l'enfant, qui est donc assez immature, il faut savoir que le cerveau donc, se mature jusqu'à 25 ans. Donc, il faut vraiment de se laisser le temps, une semaine ou un peu plus, pour voir si ça lui convient ou pas. Et je voulais rajouter quelque chose et je me souviens plus. Je sais plus, 15 minutes, on a dit, 30 Oui, minutes d'endormissement, 15 minutes. C'était, je me souviens plus. Ça va revenir. Oui, Ça va reviendra. revenir. Alors là, on a parlé de la phase d'endormissement, mais on nous a aussi parlé, c'est Paola qui nous a posé cette question, de la phase de réveil, notamment le week-end avec donc, sa question, je vous la lis. Parents grands dormeurs versus enfants lève tôt, comment expliquer à un enfant de 5 ans à nouveau que le week-end, il a le droit de se réveiller après 6h30 et de permettre ainsi à ses parents de récupérer. Mais là, c'est intéressant parce que je pense qu'on n'a pas toute la situation de cet enfant et de cette famille, mais un enfant qui se lève à 6h30, il faudrait déjà aller voir quelle est l'heure qu'on lui demande non, l'heure à laquelle on lui demande de se lever en semaine, parce qu'en général, il y a déjà un rituel qui s'est installé et que donc le week-end, lui, il se lève, il n'y a pas école, mais il se lève parce que finalement, c'est son besoin de sommeil aussi. Donc là, après, c'est d'expliquer à cet enfant qu'il a le droit de se lever. Il y a des systèmes aussi qui fonctionnent avec des petits réveils où du coup, ils ne savent pas lire l'heure, mais en tout cas, ils peuvent comprendre avec des symboliques que là, c'est encore la nuit ou là, c'est le jour. Et surtout qu'ils puissent jouer, parce qu'on ne va pas aller le recoucher s'il n'a plus envie de dormir et que lui, c'est plus son besoin physiologique, si c'est un petit dormeur aussi, et surtout qu'ils comprennent qu'à un moment donné, il y a aussi une notion de respect, que papa, maman, ils se sont levés toute la semaine, et que là, c'est le week-end, et qu'il a le droit de se lever, mais qu'il faut qu'il respecte aussi le sommeil des autres qui, eux, ont envie de dormir. Donc, effectivement, du coup, Céline, voilà. on ne peut pas étendre la durée de sommeil d'un enfant. Alors non, effectivement, si votre enfant Paola, effectivement, s'est endormi comme il faut entre 20h et 21h sans difficulté dans les 15 ou 30 minutes dont on parlait, qu'il n'a pas de réveil nocturne et qu'à 6h30 il est réveillé, il n'y a pas effectivement de baguette magique pour dire bon bah maintenant hop tu vas te réveiller à 8h. 10h. 10h. Encore moins, celle-ci on la cherche encore plus mais elle existe encore moins. Donc effectivement, comme disait Ève, à 5 ans, on peut discuter et faire comprendre que oui, tu peux être réveillé, mais tu attends telle heure. Et donc, c'est là où on règle le petit réveil jour-nuit. Une fois que c'est basculé sur le jour, là, à ce moment-là, tu peux venir voir papa-maman. Mais sinon, avant, tu joues dans ta chambre tranquille. Et ça a tenté, du coup, peut-être une semaine d'affilée. Enfin, du coup, largement. là, on parle du week-end, un mois, alors, pour que, oui, largement. pour que ça s'ancre et que... Il faut comprendre ces règles-là de la maison. C'est un âge où on peut commencer à le comprendre sans problème. Ève. Oui, je viens de repenser à ce que je voulais dire. C'était sur le fait que le parent, il observe son enfant dans ses symptômes de fatigue, parce qu'il y a des enfants qui vont avoir besoin de s'endormir à 19h30, à 20h, 20h30, 21h. Des fois, si on a loupé du coup le cycle de sommeil, on va attendre 1 heure le prochain cycle de sommeil. Donc, quand on voit un enfant bâiller, des fois, il y a des parents qui ont des enfants qui ont faim ou qui sont fatigués. Du coup, le soir, c'est l'horreur. Et en fait, si on fait le repas plutôt, si c'est 18h30, c'est 18h30. Enfin, moi, je sais que je l'ai fait avec ma fille, où elle avait faim, c'était compliqué. On mange comme les Anglais, c'est pas grave, on mange à 18h30 et à 19h30, elle est au lit. Et en fait, ça se passe dans le calme. Donc, c'est important aussi, les parents, que vous puissiez observer votre enfant de ce qu'il vous dit corporellement, physiquement ou verbalement. Je suis fatiguée, je bâille, les petits frissons quand on commence quand on dit « Ah là, j'ai un peu froid c'est que justement, c'est peut-être l'heure d'aller au lit aussi. » Donc, frotter les yeux. Tout ça, c'est... ou l'irritabilité aussi. Oui. Le corps qui devient maladroit, qui en peut plus et que c'est l'heure d'aller se coucher. Ou l'excitation
poussée à son paroxysme. La mienne, c'est comme ça. Et du coup, pour revenir à la question de se lève à 6h30, on pourrait se dire des fois, là, il n'y a pas école, on peut se coucher à 21h, 22h et il va se lever plus tard. Et ça ne fonctionne pas. Je pense que là, tous les parents vont se reconnaître, ça ne fonctionne pas du tout. Non. Et en plus, non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus, ça lui crée une dette de sommeil, ce qui fait que le lendemain, il va être encore plus exécrable. Donc, je vous assure que ce n'est pas vous aider. Donc, un enfant a besoin de faire son temps de sommeil et donc 20h, 21h, même si c'est le vendredi soir, peut avoir éventuellement une demi-heure de plus, mais c'est important de respecter ce temps de sommeil qui est un besoin physiologique pour les enfants. Voilà. Alors là, on a parlé rythme des tout petits, des nourrissons, des un peu plus grands. Alors, non, sauf que la définition de nourrisson, je ne l'avais pas. Donc, bref, des nouveau-nés, voilà. On a parlé du rythme des nouveau-nés, des nourrissons, des un peu plus grands. La sieste, on a dit, d'ailleurs, on en a parlé pendant la préparation de l'émission, c'est jusqu'à 3-4 ans environ. Voilà. Et nos ados, parce qu'on n'oublie pas les ados, on parle souvent des tout petits, mais vous, parents qui avez des ados à la maison et qui peut-être vous arrachez les cheveux sur la question du dodo, qu'on n'appelle plus dodo du coup auprès des ados, on est d'accord, et ben on a aussi des réponses. Donc là, c'est vous, Céline, qui allez nous en parler. Oui, alors effectivement, il y a encore des modifications des cycles de sommeil chez nos ados, bien sûr. Alors, entre 4 ans et pré-ado, on va dire 10 ans, il se passe peu de choses en dehors de la suppression de la sieste, comme on disait, mais globalement, la synthèse de mélatonine, elle arrive toujours vers 20h, 21h, et donc c'est dans ce créneau-là qu'a priori les enfants doivent se coucher, et ça change peu sur l'âge du primaire. Quand ils arrivent au collège, on a un décalage de phase de la mélatonine qui est synthétisé plus tard et jusqu'à plus tard le lendemain matin. Et en fait, ce qui est quasiment peut-être mal fait dans l'histoire de l'évolution, c'est que le décalage de phase dépasse même celui des parents, des adultes que nous sommes. Et donc, en fait, à 21h, c'est le pic d'éveil. Et la mélatonine, c'est plutôt à partir de 22h30, 23h. Donc, là aussi, évidemment, ça se module et c'est une moyenne. Mais il faut accepter, a priori, de se coucher plus tard, même si on se dit que le lendemain matin, ça va être dur de se réveiller. Parce que si on continue à s'évertuer, à dire 21h, t'es au lit, parce que demain matin, tu ne pourras pas te lever pour aller au collège ou au lycée, en fait, finalement, on va s'énerver, nos ados vont s'énerver dans leur lit entre 21h et 22h30. Qui de nous reste 1h30 dans son lit avant de s'endormir, franchement. C'est clair. Donc ça va faire monter le cortisol dont parlait Ève tout à l'heure et retarder la sécrétion de mélatonine puisque le cortisol est plus puissant comme hormone que la mélatonine. Donc en fait, il faut respecter ces rythmes nouveaux et c'est vrai qu'on a tendance à être un peu tous pareils, on ne voit pas nos enfants grandir, blablabla. Mais là, c'est important de se dire qu'on respecte ces nouveaux rythmes et qu'on se couche plus tard. Le lendemain matin, pour le coup, les grasses matinées arrivent les week-ends et pendant les vacances. Et donc, cette synthèse de mélatonine, elle peut toujours durer entre 9 et 10 heures. Et donc, si ça a commencé à 23 heures, on arrive facile à 9, 10, parfois 11 heures du matin sans être réveillé. Et donc, ce n'est pas des flemmards, en fait, nos ados. Et c'est important, pour ne pas créer de dette de sommeil dont parlait Ève à l'instant, de respecter les grasses matinées du week-end, même si on avait prévu la rando, la visite chez Papy Mamie et tout ça. C'est ça, du coup, il vaut mieux nous éviter la soupe à la grimace. Pour nous éviter la soupe à la grimace des ados, il vaut mieux les laisser dormir. On aura peut-être un ado plus sympa, plus joyeux, plus joyeux au quotidien. Ouais, bonne méthode. On peut tenter, effectivement. Ça peut être une solution. Non, mais double problème, on règle deux problèmes à la fois, le sommeil et l'humeur de votre adolescent. Sur la question du sommeil, est-ce que là aussi, alors de l'endormissement, du coup, Ève, est-ce qu'on a des bonnes pratiques à proposer? Merci, oui, à proposer. Du coup, pour les adolescents, ça rejoint, c'est toujours la même chose. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure pour faciliter la sécrétion de la mélatonine. On va éviter tout ce qui est du coup écran avec lumière blanche et bleue. Donc forcément, les ados, on sait qu'ils sont sur les téléphones. Donc on va plutôt proposer ce qui est problématique, c'est quand on est avec un écran à moins de 30 cm. Donc la télé, c'est quelque chose qui est possible parce que c'est suffisamment loin. Et après, il y a forcément un moment donné où l'écran
l'écran, il va falloir l'arrêter et éventuellement proposer quelque chose, de discuter avec son adolescent pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire sans être sur un écran. Ouais. Donc que ce soit la lecture, que ce soit une activité manuelle qu'il aime faire, j'ai n'importe quoi, du modélisme, quelque chose qui peut en tout cas être compatible avec une activité calme, donc qui répond aussi à cette notion de cortisol, de température du corps et tout ça. Et effectivement, comme disait Céline, je pense que ça sert à rien si vous voulez vraiment vous éviter des crises à devoir être hyper strict sur le sommeil, il faut accepter que le lendemain, et donc du coup, le fait est d'avoir cette notion, on peut mieux comprendre pourquoi les adolescents ont du mal à se réveiller le lendemain, ont du mal à s'endormir, et donc vont aider le parent à être plus compréhensif dans ça, et vont aider le parent aussi à accepter plus les fameuses grasse mat du week-end qui vont permettre de rattraper un peu la dette de sommeil, parce que c'est sûr que les adolescents, ils vont avoir une dette de sommeil parce qu'ils vont se coucher à minuit, ils vont se faire lever à 7h du matin, alors qu'ils ont besoin au moins entre 8 et 10 heures. En moyenne. Donc en fonction des gros dormeurs, petits dormeurs, toujours pareil. Donc déjà, ou de proposer des choses en famille, un temps d'échange, un temps de dialogue. Là aussi, c'est un temps qui peut être privilégié avec son adolescent, où des fois, il va avoir envie aussi de dire des choses, et toujours d'aller vers son enfant et de voir qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qui pourrait l'aider à lui, adolescent, pour s'endormir. Oui, du coup, en préparant l'émission, vous disiez que les rythmes, malheureusement, les rythmes scolaires, malheureusement, ne correspondent pas du tout. En fait, tiennent pas du tout compte de cette notion, non. Ouais. Effectivement, s'ils pouvaient plutôt faire, je pense, 11h, 20h, ça serait bien plus adapté que 8h, 16h. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais je pense que c'est la vie. Ça ne changera pas tout de suite. Mais ça aide effectivement, par contre, à comprendre pourquoi c'est difficile de le lever le matin. Et peut-être que pour les parents qui nous écoutent, l'anticiper, prévoir peut-être une phase de réveil plus longue, l'accompagner davantage, lui filer un petit coup de main dans sa préparation. Ma foi, peut-être que ça peut aussi l'aider à ce que ça se passe bien le matin. Quoi. Et effectivement, vous le dites très bien, de voir avec lui, en fait. Est-ce que tu préfères que je te réveille plus tard parce que tu dors plus, mais après on est un petit peu plus dans le speed, ou tu préfères que je te lève plus tôt et tu préfères avoir plus de temps pour te réveiller? Ça dépend de chaque enfant, en fait. Donc, il faut vraiment pas hésiter à aller au dialogue avec son chercher enfant. la réponse. Ouais, parce que la situation pour la mienne ne sera pas pour la vôtre, ça ne sera pas pour la sienne. C'est ça. C'est vraiment hyper important d'aller voir son enfant à lui. Alors là, on a parlé de la vie normale. On a parlé des cycles classiques. Quand est-ce qu'en fait on parle de troubles du sommeil et quand est-ce qu'il faut aller consulter? Alors a priori, il faut consulter quand on n'en peut plus ou un tout petit peu avant de plus en pouvoir pour pas se retrouver dans une situation où on craint d'être maltraitant parce qu'on n'en peut plus et qu'on pète un petit peu un câble. Donc il faut effectivement parler avec votre médecin traitant, votre pédiatre ou les consultants en parentalité quand on a l'impression qu'on a tout essayé et que rien ne fonctionne. Parce qu'en fait, quand on remet les choses à plat, on peut avoir des choses qui fonctionnent. Alors moi, évidemment, je prêche pour ma paroisse. Je pense qu'il faut commencer par une consultation médicale parce que finalement, dans les troubles du sommeil de l'enfant qui se développe bien et qui va bien, on n'a que 20% de troubles du sommeil qui sont d'origine somatique, c'est-à-dire le soma, c'est le corps, donc qui viennent d'une pathologie. Donc ça peut être un terrain allergique, un asthme nocturne, une dermatite atopique, vous savez, les enfants qui ont de l'eczéma et qui se grattent. Ça peut être un trouble neurologique éventuellement, une otite, la poussée dentaire, bref, plein de choses comme ça. Mais finalement, ça nous laisse quand même 80% de troubles du sommeil et d'enfants qui ont du mal à dormir, qui sont d'origine due à une mauvaise hygiène du sommeil et qui ne sont pas un problème médical à régler. Mais il faut d'abord être sûr qu'on n'a pas un problème médical à régler parce que sinon on va courir après le train et on ne va pas régler le problème de la façon la plus logique. Quoi. Je trouve que ça donne beaucoup d'espoir de se dire qu'il y a quand même plus de pourcentage où en tout cas on a une action où les parents, juste en changeant une routine ou une hygiène d'endormissement va permettre d'améliorer et de régler le problème. Donc c'est plutôt positif. Je suis d'accord. 80% de chance de pouvoir influer sur le sommeil de son enfant et donc de pouvoir bien dormir.
Ça donne de l'espoir. C'est pas mal comme pourcentage. C'est clair. Je voulais juste faire une petite légère aparté sur les consultants, alors pas en parentalité, mais en consultant en sommeil, parce qu'il y a, il y a un business aussi qui se développe autour de ça. Alors, il peut y avoir les consultations en sommeil, on ne va pas vous dire non, n'y allez pas, c'est du charlatanisme. Faux. Il y a des gens sans doute très bien qui ont de très bons conseils. Par contre, attention juste au prix des consultations. Vous l'avez dit, pas plus d'1 heure chez le coiffeur. Ouais, c'est ce que je me dis toujours, quoi. Un professionnel qui dit ah bah moi je peux vous régler ça en 3 séances, c'est 380 €. Je me dis qu'il faut pas croire au Père Noël et que il faut voilà, que ce soit raisonnable. Se dire qu'il faut que ce soit raisonnable comme prix parce que sinon, s'il y avait une méthode miracle, c'est pas en payant très très cher qu'on pourrait la récupérer et elle se saurait en fait. Donc faites attention quand même quand on est désespéré. Essayez de trouver des gens plus raisonnables en tarifs et en compétences. Merci pour la petite précision. On va passer à notre petit moment, un petit temps info-intox. 3 petites questions qui viennent... info-intox justement. Voilà. À savoir, il va falloir démêler le vrai du faux. Qui viennent un peu nous rappeler les infos clés de ce qu'on vient de se dire. Alors, info-intox, la première. Alors, vous pouvez jouer sur votre écran, mais si la technique avait été avec nous ce soir, vous auriez pu même jouer en direct, mais ce n'est pas le cas. La prochaine, promis, on l'espère en tout cas très fortement, vous pourrez interagir avec nous. Pour cette première info intox, on a une proposition. Du coup, si votre ado se réveille crevé, c'est qu'il aurait dû se coucher plus tôt. Info ou intox? Eh ben oui, intox. Du coup, comme on en a parlé... auparavant, on a ce décalage de phase de mélatonine et donc s'endormir plus tôt, c'est pas vraiment possible, sauf quand on est vraiment très gros dormeur et que ça marche quand même, mais c'est pas la majorité. Ouais. Alors du coup, j'en ai une qui pourrait répondre. Ça sert à rien non plus, et d'ailleurs quel que soit l'âge, de faire courir à son ado ou un grand ou un petit, un 100 mètres juste avant de dormir pour le crever un bon coup. A priori, j'ai donné la réponse. Info ou intox? Mince, c'est donc une intox. C'est donc une intox, puisque ça fait remonter le cortisol et la température corporelle. Ouais. Donc là, on a deux éléments du trio qui ne sont pas opérationnels et ça ne fonctionne pas. Par contre, plus tôt dans la journée, c'est vrai. Ça peut favoriser l'endormissement. Oui, on en est tous là. C'est-à-dire que quand on a eu une journée fatigante, rando ou sport dans l'après-midi, comme on est mercredi, beaucoup d'enfants ont dû faire leur activité du mercredi après-midi. En plein après-midi, là, effectivement, c'est même tout à fait conseillé. Vive le sport, on est d'accord. Et comme du coup, le jeu de chahut que j'expliquais tout à l'heure qui va faire monter la température aussi juste avant de dormir. Par contre, le jeu de chahut, ça peut être quand même hyper intéressant en soirée, en fait, où l'enfant, il va pouvoir, grâce à cette activité un peu... hypermotrice, physique et tout ça, de décharger du stress qu'il y a eu de la journée. Donc, il faut voir à quel moment on le fait, de ne pas le faire juste avant de se coucher, mais de le faire dans la soirée et après de commencer sa routine, il n'y a pas de souci. Voilà. Super. On avait des questions aussi. Alors, il y avait la question de Jessica qui a un bébé de 9 mois et qui nous a posé la question de savoir comment l'aider à bien s'endormir. À s'endormir tout seul, pardon. C'était pas bien s'endormir, c'est à s'endormir tout seul. Qui a 9 mois, c'est ça? 9 mois le bébé, ouais. Mais là, moi, la réponse que j'aurais envie de donner, c'est surtout que ça dépend de chaque parent. Il y a des parents qui vont être OK de dormir avec leur enfant. Enfin, il faut vraiment que ça vienne du parent. Et si elle a envie que son enfant dorme seul, ben déjà, il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure de mettre en place. Il faut voir si elle allaite pas. Si son enfant, c'est la première fois qu'il dort dans sa chambre ou déjà il dormait avant. Enfin, il y a quand même... c'est là aussi l'importance d'aller voir un spécialiste qui va pouvoir vous aider à analyser tout ça et avoir un petit peu tous les facteurs pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être mis en place et adapté pour l'âge de votre enfant, le contexte, voilà. Et puis après, il y a des choses qui appartiennent aussi aux parents, où du coup, et des fois, il y a des parents qui sont stressés, il y a des parents eux-mêmes qui sont stressés de s'endormir seuls dans leur lit, donc vous voyez...
des choses qui peuvent aussi transmettre à l'enfant et donc l'enfant il va pas être hyper rassuré avec un parent pas hyper rassuré lui-même, vous voyez. Est-ce que ça veut dire, parce que j'ai aussi beaucoup, là je raconte ma vie 2 secondes, mais j'en ai aussi beaucoup entendu parler de ça, c'est-à-dire de l'influence des angoisses des parents sur les enfants. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, on a quand même envie que son enfant il dorme tout seul dans sa chambre. Donc et c'est quoi? Il faut qu'on aille voir nous le psy pour travailler sur nos propres angoisses. Est-ce que c'est une solution? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a bien mis le point sur là où ça fait mal? Eh bien, quand on sait là où ça fait mal et qu'éventuellement c'est une angoisse qui vient du parent, du coup on va pas aller travailler avec, on va pas aller accompagner l'enfant puisque c'est une problématique qui vient du parent. Donc effectivement là c'est le parent qui a besoin de se faire accompagner dans sa problématique d'angoisse et de voir, d'essayer de voir d'où elle vient et qu'est-ce qu'il lui il peut mettre en place pour gérer cette angoisse-là ou mettre un relais. Mais bon, le relais avec le conjoint, ça va pas régler son angoisse du sommeil. Donc effectivement, à un moment donné, il y a des problématiques qui appartiennent aux parents et qui ont besoin de se faire accompagner par des professionnels pour les aider dans cette problématique-là. Mais ça, c'est peut-être le sujet d'une émission entière. C'est clair. Alors oui, parce que quand même, c'est difficile en 3 minutes. Qu'on n'abordera pas, enfin, qu'on n'a pas abordé l'ensemble des problématiques liées au sommeil. On a une vision un peu d'ensemble, on a des clés de compréhension un peu du fonctionnement du sommeil. On arrive à la fin de l'émission. S'il y avait 3 infos à retenir, Céline, de ce que vous nous avez apporté comme savoir aujourd'hui, ou juste une info là que vous avez envie, quelque chose que vous avez envie de partager aux parents qui nous regardent. Alors, respectez les rituels du coucher. Faites toujours la même chose, même si ça vous ennuie, même si c'est monotone, même si c'est répétitif. Pour vous, c'est la seule façon de rassurer votre enfant parce qu'il va connaître la séquence. Et donc, il faut répéter les choses tous les soirs. Essayez de trouver vos phrases, de trouver ce qui vous touche, d'avoir une voix assez calme, assez posée. Et les tout petits sont très suggestibles. Ça veut dire qu'on arrive à leur faire croire tout ce qu'on dit. C'est le principe. Chez les tout petits, a priori, l'adulte a raison. Et donc, plus on va répéter les choses calmement et sereinement, plus ils vont l'intégrer comme une chose qui fait partie de leur vie et qui est normale et donc rassurante. Et donc, c'est toujours les mêmes phrases. Papa et maman sont à côté, on t'entend. Insister sur le fait que la séparation n'est pas définitive. On se revoit demain matin. Pour l'instant, il fait nuit. Tout le monde dort. Les doudous, les jouets. Donc ça, c'est hyper important sur les rituels. Et après, bien sûr, tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire, oui, l'histoire, le brossage des dents, on a bien fait pipi, on a bien vérifié la petite veilleuse, tout ça. Et puis, l'autre grosse information, je trouve, qui n'est pas assez connue du grand public, ce sont ces fameux micro-réveils qu'il faut respecter la nuit. Une fois que ça aura marché une fois pour vous, vous serez plus rassuré. Alors certes, on est quand même réveillé dans notre lit, mais quand on reste sous la couette, je vous assure que ça ne fait pas le même effet que quand on a dû monter ou changer de pièce ou sortir du côté douillet de la couette. Et franchement, c'est rassurant pour tout le monde parce qu'on a du coup moins l'impression d'être mauvais parent quand on sait que en fait, le sommeil se développe physiologiquement comme ça. Donc attendez les 10 minutes. Je sais que c'est énorme, je sais que c'est dur, mais ça peut rapporter tellement gros à tout le monde parce que votre enfant, s'il dort mal, il a de moins bonnes chances de bien grandir et de bien apprendre à l'école, comme ça paraît complètement intuitif. Donc vous ne serez pas des mauvais parents à laisser pleurer, mais vous savez pourquoi et vous savez combien de temps. Et c'est ça qui change tout. C'est clair. C'est ça qui change tout. Et si au bout de 10 minutes, ils sont vraiment réveillés et qu'ils continuent à pleurer, là, chacun fait comme il le sent. Parce que là, on n'a effectivement pas de baguette magique, il est peut-être malade, ou cette nuit-là, ça ne marchera pas. Mais ce n'est pas grave, ça va marcher plus tard. Une fois qu'on a la théorie, après en pratique, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a chez soi, mais c'est plus facile de savoir comment faire quand on sait comment ça marche. Voilà. Eve, si vous aviez... Merci Céline. Si vous aviez 3 infos, alors il n'y en a pas eu 3, ou il y en a eu beaucoup plus, ou un peu moins, peu importe, mais en tout cas, des infos à retenir. Toujours trop.
Les infos à retenir, ça serait vraiment ce trio gagnant avec mélatonine, cortisol et température corporelle. Et après, moi, j'aurais vraiment envie de rappeler le fait d'aller voir son propre enfant, de dialoguer avec lui, vu que la problématique, ça le concerne. Du coup, il y a personne d'autre de mieux placé que lui pour savoir qu'est-ce qui pourrait l'aider. Et puis après, vraiment, cette notion que le sommeil est quelque chose d'évolutif tout au long de la vie. Donc oui, il ne dort pas pour l'instant, ou il a fait ses nuits, et puis après, il ne dort pas, puis après, il va redormir. Moi, je vais vous donner juste l'exemple que il n'y a aucun adulte de 45 ans qui dort dans le lit de sa mère. Donc rassurez-vous, tout le monde, à un moment donné, sait s'endormir seul dans son lit et faire sa nuit complète. Donc voilà, ça serait ma petit à petit, les choses finissent toujours par se mettre dans l'ordre, c'est clair. Exactement. C'est clair. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir bien voulu vous prêter au jeu de cette émission, à ce direct, à cette heure tardive. Merci beaucoup. Moi, Merci perso, j'ai les yeux qui me grattent. Je vais pas tarder à bâiller, donc ça va bientôt être l'heure pour moi du dodo. La mélatonine est en train de monter, le cortisol descend. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir de passer cette émission avec vous. S'il fallait que je retienne de mon côté plusieurs choses, le trio gagnant, ça je garde en tête. Je vais répéter à mes filles que maman est géniale tous les soirs, comme ça. Suggestibilité. Exactement. Et on avait dit en préparant cette émission qu'on vous donnerait ces messages à vous, parents. Lorsque vous êtes parents, vous avez de la dette de sommeil, vous avez le droit, vous aussi, à faire la sieste. La sieste, c'est mon quotidien du week-end, enfin c'est mon passage obligé du week-end, samedi et dimanche, et ça me permet de survivre. Et je pense qu'il ne faut pas s'oublier en fait derrière tout ça. Donc allez-y, faites des siestes, reposez-vous autant que vous le pouvez, vous y avez le droit aussi, jusqu'à ce que vous réussissiez à mettre en place tous ces petits conseils et que vous retrouviez un sommeil serein. Pour finir, le replay de cette émission sera disponible sur la chaîne YouTube du Fil des Parents, ainsi que les conseils de visite de site ou de lecture de Dave et de Céline, qui seront donc dans la description. Je vous invite à nous retrouver dans un peu plus d'un mois, début décembre, pour parler de la fin du règne du parent parfait. Ça tombe plutôt bien sur l'émission du parent imparfait, avec une psychiatre qui nous accompagnera. Voilà, l'émission est terminée. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, faites-le nous savoir sur Instagram, @lefildesparents. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.